L'histoire débute avec une horde d'ogres rouges qui attaquent une ville. Les habitants tremblent de peur, et tandis que les monstres approchent, un dragon apparaît dans le ciel, survolant la scène. Un homme sur le dos du dragon entonne un chant, et des centaines de talismans de papier s'abattent sur les ogres. Un talisman s'arrête devant chaque ogre, déclenchant une chaîne d'explosions dévastatrices qui détruisent même une partie de la ville. Un des ogres survit, mais il est dévoré par le dragon en une seule bouchée. Nous apprenons qu'il s'agit du plus puissant exorciste du monde, qui cherchait à devenir le plus grand, mais sa quête de pouvoir a poussé la cour impériale à le craindre, et finalement ils l'ont trahi, envoyant même son disciple préféré pour s'opposer à lui. Dans ces derniers instants, il regrette de ne pas avoir été plus rusé, lançant un sort secret de réincarnation et jurant de faire mieux dans sa prochaine vie. Nous rencontrons ensuite un jeune garçon nommé Seika au centre d'un cercle magique. Son père effectue un rituel pour examiner son pouvoir, mais aucune des pierres élémentaires ne s'illumine, ce qui signifie qu'il n'a aucun pouvoir magique. Son frère Glee se moque de lui, le traitant de honte pour la famille. Nous apprenons qu'il est né dans un nouveau monde où la magie est totalement différente de ses anciens arts spirituels. Bien qu'il n'ait pas de mana, il ressent une grande énergie spirituelle émanant de son corps. Nous voyons Seika ramasser des feuilles. Le papier est trop cher, alors il crée des shikigami à partir de ces feuilles. Les feuilles se transforment, certaines en souris et d'autres en corbeaux. Son frère Glee s'approche soudainement, lui demandant ce qu'il fabrique. Son frère le regarde de haut, menaçant de le frapper, mais les corbeaux de Seika le défendent. Leur frère aîné, Luft, accourt et chasse les corbeaux. Remarquant que Seika est désarmé, il est un peu méfiant, mais emmène Glee se faire soigner. Nous voyons que Seika apprend seul les rouages de son nouveau monde. Il est le fils d'une maîtresse, ce qui lui confère un statut inférieur, et il est donc généralement ignoré à la maison. Nous le voyons travailler dur, fabriquant son propre papier, et il parvient enfin à créer son talisman de papier. On frappe à la porte et nous rencontrons une jeune servante nommée Ita, qui lui rend son manteau que son frère avait jeté. Glius entre pour les narguer, disant à Ita de retourner au travail, et se vantant d'aller à l'Académie impériale de magie. Alors qu'ils se vantent, leur père apparaît, leur disant qu'ils doivent reprendre leur entraînement. Avant qu'ils ne partent, Seika demande à les rejoindre. Nous voyons Luft lancer son sort, créant une lame de vent et transperçant une grosse pierre. Glee montre aussi sa magie, tirant une boule de feu sur la cible. Glee est fier de lui et défie Seika d'essayer, persuadé que Seika n'a aucun pouvoir. Seika prend la baguette à contre-cœur. D'un côté, il ne veut pas révéler son pouvoir trop tôt, mais de l'autre, il décide qu'une démonstration de force pourrait dissuader son frère de continuer à le harceler. Utilisant ses arts spirituels, il lance une boule de feu bleu qui détruit complètement la cible. La famille est stupéfaite par son pouvoir et le fait qu'il ait lancé son sort sans incantation. Glee essaie de s'attribuer le mérite, affirmant que c'était son pouvoir résiduel dans la baguette, mais leur père reconnaît les capacités de Seika pour la première fois. Seika demande s'il peut aussi étudier la magie, mais son père refuse, disant que ce serait inutile car personne né sans magie n'a jamais réussi. Cependant, il donne à Seika un tuteur, ce qui lui donne accès à des livres, et Seika passe tout son temps à essayer d'en apprendre davantage sur la magie, allant même jusqu'à espionner les leçons de son frère pour se tenir au courant. Au fil des ans, Seika termine enfin son talisman. Nous apprenons que dans son passé, il vainquait les démons et les capturait, les scellant dans une autre dimension, pour les invoquer plus tard. Il croit que même dans ce monde, il serait capable d'invoquer ses serviteurs. Pour tester, il tente d'appeler son démon le mieux élevé. Une porte apparaît et une jeune fille en émerge. Seika ne la reconnaît pas tout à fait, mais la jeune fille lui saute dessus, folle de joie de le retrouver. La jeune fille est présentée comme Yuki, et elle suggère que son apparence est différente parce que son énergie spirituelle est plus faible que par le passé. Seika est content que ce soit un succès, et Yuki se demande comment elle peut l'aider. Seika lui dit que ce n'était qu'un test et qu'elle ne doit être vue par personne d'autre. Yuki se transforme en un petit loup, disant qu'elle en a marre de l'autre dimension et insiste pour rester avec lui. Le lendemain, nous voyons Glee crier sur Ita pour lui avoir renversé de l'eau, mais son ton change et il suggère qu'elle peut trouver un moyen de se faire pardonner. Seika vient à son secours, disant qu'il a des affaires avec Ita. Son frère s'agace contre lui, essayant de le frapper, mais Seika l'arrête facilement,
et son frère s'en va en trombe. Ita le remercie et finit par le guider dehors, lui montrant un lapin blessé. Elle se demande s'il pourrait le sauver, et Seika lui dit de se détourner pour qu'il puisse se concentrer. Il prend un poil de la créature et, utilisant son talisman, il la guérit avec succès. Ita loue ses talents et Seika voit qu'elle est aussi spéciale. Ita devient nerveuse, mais Seika devine qu'elle peut voir les esprits des animaux. Entendant qu'il peut aussi voir les esprits, Ita révèle qu'elle peut en fait voir les esprits élémentaires, mais elle trouve étrange que ces esprits semblent l'éviter activement. Il demande à Ita si elle peut commander ces esprits, et elle se souvient d'une fois où les esprits du vent emportaient son linge, mais elle leur a crié dessus et ils ont semblé s'en aller. Ayant étudié cette capacité dans son passé, Seika voit le potentiel d'Ita et lui propose de lui enseigner la magie. Ita dit qu'elle n'a pas le mana pour utiliser la magie, mais Seika essaie de lui apprendre en invoquant une flamme d'âme et en lui disant de la bannir. Elle essaie de lui demander gentiment, sans succès, mais elle finit par perdre son calme, insistant pour qu'elle disparaisse, et la flamme s'évanouit. Bien qu'elle soit faible, Seika voit qu'elle sera une grande alliée à l'avenir. Ils deviennent amis et s'entraînent secrètement de temps en temps. Ils continuent à s'entraîner l'année suivante, à travers toutes les saisons. Pour le 12e anniversaire de Seika, il n'y a pas de célébration comme d'habitude, et son père n'est même pas là. Il essaie de ne pas se laisser affecter, et étonnamment, ses frères l'approchent avec des épées en bois. Glee, comme d'habitude, lui rappelle son indignité et lui dit que sa seule option dans la vie est de rejoindre l'armée. Luft clarifie et dit qu'ils veulent l'aider à apprendre à se battre à l'épée. Soudain, les servantes les avertissent qu'un monstre se dirige vers la maison et que leur père est absent. Seika sent qu'il arrive et nous voyons dans la forêt la tête d'un triton ancien géant émerger. Glee s'enfuit terrifié et Luft dit à tout le monde de se mettre en sécurité, mais Seika sort et nous voyons que la bête est fixée sur Ita. Seika se précipite pour aider, mais alors que le monstre attaque, il est repoussé par une flamme. Seika est impressionné qu'Ita ait réussi à commander la flamme, et il s'emploie à attirer la bête loin de la maison. Elle se jette sur lui tandis que tout le monde regarde avec terreur, mais utilisant ses arts spirituels, il tire un souffle empoisonné sur son visage. La bête tombe, rendue complètement incapable par le poison, et Seika se prépare à l'apprivoiser. Tout le monde est stupéfait par l'exploit, ayant vaincu le triton ancien d'une seule attaque, et ils applaudissent sa victoire. Il se tourne et salue, heureux que sa famille semble enfin l'apprécier, et il espère que ce sera le début de la vie dont il avait rêvé. Un festin est organisé pour lui pour la première fois, et son père le félicite pour son exploit, disant que même des aventuriers vétérans auraient trouvé la bête difficile à affronter. Son père lui propose une récompense, alors Seika lui demande de lui permettre d'étudier la magie à l'Académie royale. Son père repense à la façon dont il a toujours étudié la magie avec diligence par lui-même et accepte la demande. Cependant, son père l'avertit que même s'ils sont nobles, il devra quand même réussir l'examen d'entrée par ses propres mérites. Seika demande ensuite qu'Ita fréquente également l'académie en tant que son assistante, voulant garder sa capacité unique près de lui. Ita panique en entendant cela, mais son père lui dit que ce serait inutile car Ita n'a pas de magie. Alors Seika décide de montrer leur entraînement. Il tend sa baguette à Ita, lui demandant de commander autant de flammes spirituelles qu'elle le peut et de faire semblant de lancer une note de flamme. Elle commande les flammes et suit ses instructions, tirant une explosion impressionnante. Glee est choqué qu'elle puisse utiliser la magie intermédiaire, et leur père accepte qu'Ita y aille aussi. Glee s'oppose à la décision de son père, disant que ce serait briser la tradition d'envoyer deux frères sur le même chemin à l'académie. Son père est d'accord et lui dit qu'il rejoindra plutôt l'armée impériale, parce qu'il a toujours joué avec son épée au lieu d'améliorer sa magie au fil des ans. Glee ne peut accepter cela, et défie Seika en duel pour voir qui ira à l'académie. Leur mère essaie de les arrêter, mais Seika accepte le duel, et leur père décide que leur duel aura lieu le matin. De retour dans sa chambre, Yuki apparaît, commentant le drame. On frappe à la porte et il reçoit la visite de Luft. Son frère lui souhaite un joyeux anniversaire en retard et lui offre même un cadeau. Parce qu'il a toujours étudié avec diligence, le cadeau est un stylo en verre. Son frère s'excuse ensuite d'avoir été distant avec lui, mais est heureux qu'il soit devenu un si bon jeune homme. Il lui demande d'être indulgent avec Glee pendant leur duel et lui souhaite bonne chance à l'académie. Plus tard cette nuit-là, la fenêtre de Seika s'ouvre en grand et Glee exige leur duel.
Il ne pouvait pas attendre le matin et ne voulait pas suivre les règles de leur père. Il dit que Seika a juste eu de la chance qu'un monstre apparaisse, et qu'il a eu de la chance de le vaincre. Glee attaque avec sa note de flamme, enveloppant Seika dans les flammes, montrant qu'il peut aussi utiliser la magie intermédiaire, mais cela n'a aucun effet sur lui. Glee enchaîne avec sa lance de vent, mais elle est arrêtée par une barrière. Seika sort un talisman de papier, et Glee continue d'attaquer en vain. Seika ordonne à Glee de ne pas bouger, et il devient complètement figé. Seika froisse le bras du talisman, faisant ressentir la même douleur à Glee. Glee est confus quant à ses pouvoirs, et est finalement forcé de concéder. Il s'évanouit, et Yuki se demande s'il était sage de le laisser voir son pouvoir et vivre, mais Seika dit qu'il a promis à Luft d'être indulgent. Seika repense à Glee qui le traitait de chanceux, mais il s'avère que tout cela faisait partie de son plan. Nous voyons que 6 mois plus tôt, Seika a invoqué un cyclope gigantesque nommé Nudo. Malgré son apparence, il est heureux de pouvoir le servir à nouveau, et Yuki se vante d'avoir été la première à être invoquée. Ayant recherché les monstres de la région, Seika a chargé le cyclope de chasser le triton ancien de la montagne. Alors qu'il va chercher son frère, Yuki se demande pourquoi il ne montre pas ses vrais pouvoirs, qualifiant les gens de ce monde de faibles, mais il lui rappelle que ce sont les complots des faibles qui l'ont fait tuer dans sa vie précédente, alors il ne fera plus la même erreur. Quelque temps après, Seika et Ita se préparent à partir pour l'académie. Luft transmet les paroles de leur père, disant à Seika d'étudier dur et à Ita de prendre soin de lui. Les deux partent, et en chemin, Seika donne un collier à Ita. Elle est folle de joie de le recevoir, et il lui dit que ce sont des pierres de mana, qui l'aideront à attirer les esprits élémentaires. Ils sont excités par leur nouvelle aventure, mais Seika commence à se sentir mal, frappé par le mal des transports, ayant des problèmes avec les carrosses même dans sa vie passée. Il commence à se sentir mieux alors qu'ils approchent de la cité de l'académie, une forteresse dédiée à la poursuite de l'excellence magique. De retour chez eux, son père voit que Seika devrait bientôt arriver à l'académie. Il repense à 12 ans plus tôt, lorsque Seika est arrivé pour la première fois. Une femme s'est présentée à sa porte et a disparu après lui avoir confié son enfant. Nous apprenons que Seika est en fait le fils de son frère Gilbert, qui est devenu aventurier après avoir obtenu son diplôme de l'académie, mais ils ont perdu contact lorsque son frère est entré dans les terres infernales. Les cheveux et les yeux noirs de Seika sont rares dans ce pays, et il a commencé à utiliser la magie alors qu'il n'avait qu'1 an, ce qui a poussé Luft à prendre ses distances avec lui et Glee à devenir hostile. Après avoir découvert qu'il n'a pas de mana, il a toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Seika. Sachant qu'il y a en lui quelque chose qui pourrait le laisser devenir un héros ou un seigneur du mal, il se sent mal d'avoir envoyé Glee à l'armée, mais il a estimé qu'il serait trop risqué d'y envoyer Seika. Au lieu de cela, il a décidé d'envoyer Seika à l'académie dans l'espoir que ce serait un meilleur endroit pour le former. Seika et Ita arrivent et ils rejoignent leur chambre. Ita est surprise qu'il ait réellement une faiblesse. Seika lui dit que sa chambre est juste à côté et elle semble déçue, suggérant qu'elle devrait rester avec lui pour la nuit puisqu'il est son maître maintenant. Seika interprète mal cela comme rester pour le dîner et dit qu'il a perdu l'appétit à cause du voyage. Bien que déçu, Ita part lui chercher de la nourriture. Yuki surgit, agacé, disant qu'il n'a aucune idée des filles et souligne qu'Ita est amoureuse de lui, utilisant même sa position d'esclave à son avantage. Et Seika reste incrédule. Plus tard, les deux explorent la ville, mais Seika ressent une étrange énergie. Il continue pour s'inscrire à l'examen d'entrée, et quand Seika révèle qu'il est d'une famille noble, tout le monde autour le remarque. Ita se présente comme son esclave, surprenant les autres. Il y a un outil magique qui mesure le mana, et Ita montre une affinité avec le vent et le feu. Quand c'est le tour de Seika, rien ne se passe, et la femme est confuse. Seika révèle qu'il n'a pas de mana, et la femme lui dit qu'il peut toujours s'inscrire. Les autres étudiants commencent à bavarder, disant qu'il entrera grâce à sa famille. Ita se fâche en entendant cela, laissant échapper accidentellement ses flammes. Les bavardages cessent, alors qu'une fille passe avec assurance. Seika remarque quelque chose chez elle, et elle se présente comme Amu. Alors qu'elle pose sa main sur l'appareil, il rayonne d'une lumière blanche aveuglante, signifiant qu'elle a une forte affinité avec les 4 éléments. Tout le monde est stupéfait en voyant cela, et Seika l'appelle. Il la remercie d'avoir arrêté les bavardages, mais elle dit qu'elle n'essayait pas de l'aider, affirmant qu'elle est en fait agacée par lui, pensant qu'il peut entrer sans aucune magie, et dit qu'il ne ferait que les gêner. Mais Seika la reconnaît comme sa précieuse disciple de l'autre monde.
Bien que son apparence soit un peu différente, il peut dire que c'est elle. Il passe l'examen d'entrée, et Ita s'inquiète de sa performance, mais Seika lui dit qu'elle peut se rattraper pendant l'examen pratique. Pendant l'épreuve pratique, l'examinateur explique qu'il y a des cibles pour chacun des différents éléments, et leur score est le total de toutes les cibles qu'ils ont touchées. Les étudiants procèdent à chanter leur sort et à tirer sur les cibles, mais Seika n'est pas impressionné par leur tentative. C'est au tour d'Ita, et elle utilise son sort de note de flamme, créant une flamme énorme et faisant même brûler la cible résistante aux flammes. Tout le monde est choqué qu'elle ait utilisé la magie intermédiaire sans incantation. Ita continue vers la cible suivante en utilisant son sort de lance de vent qui détruit complètement la cible. Elle s'excuse pour les dégâts et elle est toujours nerveuse à l'idée de réussir. Mais Seika est étonnée qu'elle ait utilisé la magie du vent et elle lui dit qu'elle s'est entraînée seule pour pouvoir le surprendre. Voyant sa croissance, Seika commence à avoir les larmes aux yeux. Seika est appelé pour son tour et les autres bavardent sur le fait qu'il n'a pas de mana. Mais Seika tire sa boule de feu et ils sont choqués par sa flamme bleue. Seika passe à la cible de terre. Utilisant ses connaissances et ses arts spirituels, il détruit la cible de granit en la transformant en cristal. L'examinateur panique, se demandant quel sort il vient d'utiliser, mais Seika passe rapidement à la cible d'eau. Utilisant un de ses talismans, il utilise ses arts gelés, produisant de l'eau qu'il transforme en glacier. Tout le monde est sous le choc, et Seika se demande s'il n'en a pas trop fait. Après l'examen, les examinateurs sont incrédules, d'autant plus qu'Ita avait été mesuré comme ayant une magie faible, et Seika était censé n'avoir aucun mana du tout. Il parle de tous les étudiants exceptionnels, et nous voyons qu'Amu a fait encore mieux, détruisant complètement les 6 cibles. Il pense qu'elle pourrait même être la héroïne que les légendes disent apparaître lorsque le roi démon sera ressuscité. Quelques jours plus tard, les résultats de l'examen sont affichés, et Ita s'inquiète d'échouer. Seika se retrouve à la 3e place, et il se demande qui a pu le battre. Il s'avère qu'Ita est à la 2e place, et Seika n'arrive pas à croire qu'elle l'ait battue. Il voit qu'Amu est arrivée première, et Ita est impressionné par elle. Quelques jours plus tard, ils reçoivent leur lettre d'acceptation et se dirigent vers l'académie pour la cérémonie de bienvenue. Ita s'inquiète de ne pas être ensemble car ils seront dans des dortoirs séparés, mais Seika lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a soudain une étrange sensation et il demande à Ita si elle peut voir des esprits. Ita révèle qu'il y a un certain nombre d'esprits sombres et Seika va enquêter. Ils trouvent un énorme cercle magique et sentent que quelque chose ne va pas. Mais comme cela pourrait être celui de l'académie, il décide de le laisser tranquille, mais Seika laisse derrière lui quelques-uns de ses talismans. À l'intérieur du hall de l'académie, il y a un festin pour les étudiants, et Seika ne peut s'empêcher de prendre de la nourriture. Amu commence à prononcer un discours de rentrée en tant que représentante des étudiants. Mais alors qu'elle parle, Seika a une sensation alors que le cercle magique est activé. Il sent quelque chose approcher et les portes sont soudainement soufflées et des démons inférieurs apparaissent. Les étudiants paniquent et courent. Seika voit que les démons semblent chercher quelque chose. Certains restent et se battent, mais Seika voit à quel point ils sont faibles. Un des démons approche et Seika se prépare à intervenir, mais le démon est coupé. Et Amu intervient. Elle utilise sa lance de vent sur le démon et l'engage au combat, mais Seika remarque que quelque chose ne va pas. Il regarde autour du terrain en utilisant ses talismans et trouve le lanceur de sorts près du cercle. Il avertit Ita de rester en sécurité et disparaît, ne laissant qu'un talisman. Seika approche le démon dans la forêt, essayant de lui parler, mais le démon le traite de fou de l'avoir défié. Il invoque d'autres démons inférieurs, les envoyant attaquer, mais Seika en écrase instantanément 2 et piège et capture même le 3e. Le démon est impressionné, se présentant comme Gallius, le démon de métal. Seika attaque en utilisant son talisman, mais le démon le détruit. Seika est surpris qu'il puisse voir ses talismans invisibles et essaie à nouveau avec plus de talismans, mais ils sont également bloqués. Le démon lance une lame que Seika esquive facilement, mais elle réapparaît soudainement et il réalise que le démon peut téléporter les lames. Le démon peut aussi tirer du feu, et alors que Seika saute pour esquiver, le démon apparaît derrière lui, le coupant, et il finit par perdre un de ses bras. Se souvenant que les démons cherchèrent quelque chose, Seika demande ce qu'ils cherchent, et le démon révèle qu'il cherche le héros. Seika dit que le héros n'est qu'une légende, mais le démon insiste sur le fait que c'est réel, disant que les années de paix ont fait oublier aux gens et n'y penser que comme une légende.
Il révèle qu'il a reçu un oracle il y a 12 ans et croit qu'Amu est le héros. Le démon continue d'attaquer avec ses lames et Seika est empalé et le démon l'achève. Alors que le démon se tourne pour se diriger vers le hall, Seika se révèle être complètement indemne. Le démon est confus de le voir en vie et Seika est poignardé à la tête mais dit qu'il peut simplement ressusciter. Le démon est déterminé à le tuer puis à arrêter le héros avant qu'elle ne devienne la plus forte, mais Seika rit de ce que signifie être le plus fort. Le démon attaque, mais Seika esquive et inonde la zone, créant un tourbillon. Mais le démon s'échappe en utilisant sa téléportation. Il réapparaît, et Seika ouvre un portail invoquant une bête de foudre qui le frappe d'un éclair. Ayant préalablement trempé le démon, Seika pense que le combat est terminé, mais alors que la fumée se dissipe, le démon a disparu, et il se fait soudainement poignarder par derrière. Mais Seika affirme que c'est lui qui l'a piégé, et une énorme explosion retentit. Malgré cela, le démon survit et commence à se relever, reprenant des forces, et déclare que Seika doit être à court de talismans très bientôt. Mais Seika révèle qu'il en a encore beaucoup en réserve, expliquant qu'il les fabrique assidûment depuis des années. Décidé à en finir, Seika ouvre le portail vers l'un de ses plus puissants serviteurs, faisant apparaître son serpent dragon. Le démon est choqué de voir une telle bête, affirmant que même le roi des démons n'aurait pas de dragon, alors qu'il se précipite sur lui, l'écrasant d'une seule morsure. Alors que Seika tente de rappeler le dragon, celui-ci s'emballe et essaie de s'échapper. Seika utilise ses talismans pour le poursuivre et parvient à le ramener et à le faire rentrer dans son portail. Seika est surpris qu'il se soit rebellé contre lui, pensant que cela doit être dû à l'état affaibli de son corps. Yuki apparaît soudainement, se demandant s'il était judicieux d'utiliser autant de talismans de double corporel, mais il répond que c'était nécessaire pour comprendre les schémas d'attaque du démon. Seika retourne dans le hall, et Ita s'inquiète pour lui. Ita lui dit qu'Amu a fini par éliminer les 3 démons inférieurs toute seule, et les autres étudiants la regardent, choqués mais aussi inquiets. En voyant leur regard, Seika comprend qu'elle finira exactement comme lui par le passé. Il est déterminé à l'aider à devenir la plus forte afin de pouvoir se reposer et profiter de sa vie à la place. 1 mois après l'attaque des démons, l'académie a retrouvé son calme. Seika essaie d'être amicale avec Amu, mais elle se montre froide envers lui et l'ignore complètement. Alors que Seika et Ita se rendent en cours, un pot au-dessus d'eux se renverse soudainement, mais Seika parvient à se téléporter hors de portée. Le professeur Cordel s'excuse d'avoir renversé le pot, expliquant que c'est un mélange spécial de sang de monstres et de minéraux qu'il utilise pour ses recherches. Il essayait de le déplacer avec sa magie, mais a fini par le renverser. Il s'excuse une fois de plus et reprend son chemin. Seika et Ifa arrivent à leur prochain cours. Leur professeur leur dit que l'anniversaire de la fondation approche, elle a donc besoin des 2 meilleurs élèves, Amu et Ifa, pour aider à un rituel. La professeure explique qu'ils doivent apporter la liste des nouveaux étudiants à un temple dans la forêt pour la faire bénir. Seika pense que cela pourrait être dangereux, ayant combattu le démon là-bas. Il demande ce qui se passerait si l'un des étudiants refusait, et la professeure lui dit qu'il serait le suivant sur la liste. En entendant cela, il ordonne à Ifa de céder sa place. Les autres étudiants sont choqués, mais Seika déclare qu'un rituel aussi important ne devrait pas être effectué par une esclave. Après le cours, il s'excuse auprès d'Ifa et elle réalise qu'il essayait de détourner l'attention d'Amu, que les gens avaient dit commencer à détester après sa performance contre les démons. Elle se demande si Amu est son genre, mais Seika dit qu'il veut juste être son amie puisqu'elle est la plus forte. Ita devient jalouse en entendant cela, disant qu'elle aussi peut devenir forte, mais Seika lui dit d'imaginer être si forte qu'elle est à la fois louée et crainte par tous, affirmant que c'est ce qui arrivera à Amu. Quelques jours plus tard, Seika reçoit la liste et il se dirige vers la forêt avec Amu. Amu se méfie de lui, pensant qu'il essaie de la draguer, même s'il a déjà Ifa. Seika lui dit que c'est un malentendu et qu'il n'a rien avec Ifa. La tête d'Amu lui fait soudainement mal et Seika remarque un cercle magique. Il trouve Nisla étrange et il s'active soudainement, les transportant dans un donjon. Ils sont attaqués par 3 hommes lézards, mais Amu se précipite sur eux, utilisant sa boule de feu et les éliminant en un instant. Un ogre apparaît derrière elle, mais Seika invoque un pilier de bois et lui écrase la tête. Amu trouve son sort étrange, mais Seika prétend que c'est un sort qu'il a appris en tant que noble. Ils commencent à explorer le donjon, et Seika éclaire le chemin en utilisant ses talismans. Il laisse une trace en collant des talismans au plafond, et Yuki se demande ce qu'il fait. Il explique qu'il laisse une trace pour que ses Shikigami à la surface puissent
espérons-le, le trouver et les aider à sortir du donjon. Yuki remarque soudainement plus de monstres qui approchent. Amu charge à nouveau, mais pendant qu'elle se bat, sa tête lui fait mal et elle est assommée. Seika se précipite pour l'aider, utilisant ses pieux en bois pour empaler tous les monstres, mais ils sont simplement trop nombreux. Voyant qu'Amu s'est évanoui, il invoque un centipède géant, capable d'éliminer le reste des monstres. Quand Amu se réveille, elle est surprise que tous les monstres soient morts. Sa tête lui fait de nouveau mal, mais elle se sent mieux quand Seika érige une barrière. Il lui dit que sa barrière peut bloquer les malédictions, et il se demande quand elle a commencé à avoir ces maux de tête. Elle répond que c'est depuis qu'elle s'est inscrite à l'académie, mais ne pense pas que ce soit une malédiction car elle n'a remarqué aucune marque. Seika dit qu'il y a des endroits qu'elle ne peut pas voir, ce qui l'inquiète, mais elle finit par se déshabiller pour qu'il puisse examiner son corps. Il ne trouve aucune marque, mais Seika dit que cela pourrait être caché d'autres manières. Puisque la barrière arrête l'effet, ils peuvent donc supposer qu'elle est maudite. Amu se demande si elle devra rester dans la barrière pour toujours. Mais en utilisant une mèche de ses cheveux, Seika est capable de créer un substitut pour elle. Les deux apprennent à mieux se connaître, et Amu s'interroge sur sa relation avec Ifa, disant qu'elle est amoureuse de lui, mais Seika dit qu'ils sont juste de la famille, ce qu'Amu trouve amusant pour un noble d'appeler son esclave sa famille. Mais Seika lui raconte comment il a toujours été traité comme un étranger, et Ifa était la seule à le traiter normalement. Amu parle de sa propre famille, mais cela semble être un sujet sensible, alors Seika lui demande ce qu'elle aime faire. Elle dit qu'elle aime se battre. Elle aimait se battre depuis qu'elle était jeune, mais ses parents trouvaient cela étrange, car la plupart des gens auraient peur d'être blessés ou de mourir. Elle a même fait partie d'un groupe qui a été anéanti, mais elle en voulait plus, et tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle est venue à l'académie pour devenir plus forte, espérant que si elle devenait la plus forte, les combats deviendraient ennuyeux, et qu'elle pourrait être plus normale. Mais après avoir combattu les démons, elle s'est trop amusée, alors elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Mais Seika lui dit qu'elle n'est pas bizarre, et elle le remercie de l'avoir laissé se défouler. Seika trouve la sortie du donjon, et les deux continuent à travers le donjon. Ils arrivent à la salle du boss et trouvent un monstre naga gigantesque. Ils crachent de l'acide sur Seika, mais Amu le distrait avec sa lance de vent, et Seika invoque une lance métallique pour l'immobiliser. Amu utilise sa boule de feu, provoquant une réaction en chaîne et une explosion. Amu profite de l'ouverture et le poignarde à la tête, l'achevant. Après le combat, Amu serre Seika dans ses bras. Fous de joie, ils réussissent à éliminer un boss de donjon. Ils se dirigent vers la salle au trésor, où ils trouvent une épée en mithril que Seika donne à Amu, et Seika obtient un anneau magique. Les deux parviennent enfin à s'échapper, et ils rapportent tout à la professeure. Elle ne savait pas qu'il y avait un donjon sous le temple, et comme le cercle magique a disparu, ils ne peuvent pas trouver le coupable. Cependant, Seika rend visite au professeur Cordel. Après l'attaque des démons et avoir été envoyé dans le donjon, Seika a réalisé qu'il devait y avoir un complice interne. Le professeur est surpris, pensant qu'il s'était débarrassé de toutes les preuves. Seika lui dit de révéler sa vraie forme, mais il n'est en fait qu'un humain travaillant pour les démons. En regardant son rituel, Seika le qualifie de génie. Cordel est fier de lui, révélant que c'est une malédiction qui utilise la magie de la lumière pour tuer sa cible à distance sous le couvert d'une maladie. Il commence à se vanter de la façon dont il va tuer Amu avec, mais Seika lui fait remarquer comment il la protège. La malédiction cible ceux qui étaient couverts de sang de démons, parce qu'Amu avait tué tous les démons, mais Seika invoque le démon qui l'a capturé et se couvre de son sang. Il devient une cible de la malédiction, mais en utilisant une technique de contre-malédiction de sa vie passée, il est capable de renvoyer la malédiction au professeur. Le professeur ressent les effets et commence à saigner abondamment. Seika est en fait impressionné qu'il ait développé une malédiction de toute pièce dans ce monde, mais en tant qu'exorciste, les malédictions sont sa spécialité. Après la rencontre, Yuki se demande comment il savait que le professeur était le coupable, et il s'avère que son Shikigami a trouvé du pollen sur lui, qui ne provenait que de fleurs près du cercle magique. Ayant résolu ce problème, il espère pouvoir enfin retrouver sa vie d'étudiant normal. Il donne à Ita l'anneau magique, ce qui l'aide à attirer les esprits élémentaires. Il essaie d'être amical avec Amu, mais à sa surprise, elle agit toujours froidement envers lui, mais s'est en quelque sorte réchauffée envers Ifa, et il reste perplexe quant au moment où elles sont devenues amies. 1 an s'est écoulé, et les choses ont été paisibles. Les étudiants font un autre festin. Amu remercie Ifa de l'avoir aidé avec ses études au cours de l'année, et elle est contente de pouvoir profiter de la nourriture, puisque les démons avaient interrompu la dernière fois. Seika surveille l'école en utilisant ses talismans, juste au cas où, mais il est soudainement approché par le vice-directeur.
on lui dit que lui et Ita doivent voir la directrice. Amu plaisante sur son expulsion, et Seika sent que quelque chose ne va pas. Ita se demande à quoi ressemble la directrice, car le vice-directeur était celui qui dirigeait l'école. En entrant dans le bureau, ils trouvent une petite femme naine. Elle commente qu'elle pensait qu'il serait plus arrogant, et Seika est surpris qu'une demi-humaine dirige l'académie. La directrice est surprise par un tel commentaire, ce qui la fait se souvenir d'une certaine personne. Seika se demande si elle connaît son père, mais elle pensait à son oncle, qui, nous l'avons découvert, était le vrai père de Seika. La directrice va droit au but et lui dit qu'elle veut qu'il participe au tournoi d'escrime de la capitale. Elle fait venir une autre étudiante nommée Mabel et leur dit que leur académie a reçu 2 places pour le tournoi. L'une sera pour Mabel et l'autre sera soit pour lui, soit pour Ifa. Amu est choquée d'apprendre la nouvelle, se demandant pourquoi on ne lui a pas demandé. Elle se demande pourquoi il participe à un tournoi d'escrime, mais Ifa lui dit qu'ils ont changé les règles pour autoriser la magie cette année. Amu n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'a pas été choisie malgré ses compétences en magie et en escrime. Apparemment, la directrice a juste senti que Seika était la bonne personne pour le poste. Seika suggère qu'il ne voulait pas présenter quelqu'un de trop fort, craignant que des gens n'essaient de débaucher leurs étudiants. Dans ce cas, Amu se demande pourquoi il a été choisi. Mais Seika se qualifie juste de moyen, bien qu'Amu puisse entendre ses conneries. Les trois commencent à parler de Mabel, et Amu suggère qu'elle doit être une noble qui a obtenu sa place grâce à ses relations. Alors qu'elle est en train de dénigrer, Mabel apparaît soudainement, suggérant que la raison pour laquelle elle n'a pas été choisie était simplement parce qu'elle est trop faible. Cela met Amu en colère. Elle emprunte des épées d'entraînement à des étudiants proches et défie Mabel en duel. Alors qu'elle se prépare, Seika peut voir que Mabel est confiante avec l'épée, et Ifa se demande s'il devrait les arrêter. Mais Seika est intéressée de voir à quel point Mabel est bonne. Le combat commence alors qu'Amu se précipite sur Mabel. Son attaque est bloquée, et Mabel passe à l'offensive. Amu est maîtrisée en un instant, et le combat est terminé. Mabel se moque d'elle, l'appelant l'héroïne, mais Amu lui reproche d'utiliser la magie. Mabel lui dit qu'elle est faible parce qu'elle s'attend à des secondes chances, et elle avertit également Seika de se retirer du tournoi s'il ne veut pas se blesser, disant que ce sera brutal. Seika la remercie pour l'avertissement, et elle s'en va. Ita prend des nouvelles d'Amu, qui semble avoir soudainement pris sa décision. Peu après, ils sont dans une calèche en direction de la capitale, mais Seika est confus de savoir pourquoi Ita et Amu les accompagnent. Ita dit qu'elle vient en tant que sa servante, laissant Amu qui semble s'être juste faufilée. Elle dit qu'elle a toujours voulu visiter la capitale, mais Seika peut dire qu'elle veut juste voir le tournoi et voir comment Mabel se bat. Il se demande où elle compte rester, et elle dit qu'elle dormira chez Ita. Seika commence à se sentir mal, à cause du trajet en calèche, et Mabel le traite de faible. Amu lui dit de respecter ses aînés, mais Mabel révèle qu'elle a en fait le même âge qu'eux, même si elle s'est inscrite 1 an plus tard. Ita révèle également qu'elle s'est inscrite 1 an plus tard, elle est donc en fait 1 an plus âgée, et Amu comprend pourquoi elle est tellement plus développée. Mabel est déçue par l'académie, disant que tout le monde agit comme des enfants, y compris Seika, mais Seika fait remarquer que c'est parce qu'ils sont encore des enfants. Ils arrivent enfin dans la capitale, et Seika est malade du voyage. Mabel est déjà partie, et Ifa suggère qu'il devrait aller à l'auberge se reposer, mais Seika insiste pour aller à l'arène vérifier le tableau du tournoi. Il découvre que, s'ils gagnent tous les deux, il affrontera Mabel en demi-finale. Après avoir vérifié le tableau, Seika décide d'aller se reposer à l'auberge. Ifa veut l'accompagner, mais il lui dit d'aller explorer la ville. Amu suggère qu'il a besoin de son moment spécial seul, mais il lui dit de ne pas être bizarre. Après leur départ, Seika se prépare à découvrir pourquoi la directrice a insisté pour le choisir pour le tournoi. Le jour du tournoi arrive, et l'annonceur explique comment les règles ont été changées pour autoriser la magie, et environ la moitié des participants sont des mages. Les participants ont une amulette spéciale qui absorbe les dégâts pour les combattants, mais si elle se brise, le match est terminé. Il voit cela comme un moyen pour le tournoi d'essayer de prévenir les pertes. Seika est présenté lors du premier match, et son adversaire est un ancien noble mercenaire surnommé le Bulldog à la vitesse divine. C'est un pur épéiste connu pour sa vitesse impressionnante. Il a été expulsé de sa famille pour son mauvais comportement. Il se considère donc chanceux d'avoir Seika comme adversaire, puisqu'il a une rancune contre les nobles. La foule est excitée de voir comment se déroulera un combat entre un mage et un épéiste, mais l'homme méprise les mages, disant que leurs sorts prennent trop de temps à lancer.
Seika mentionne qu'il se sent toujours mal. L'homme pense qu'il essaie de trouver des excuses, mais Seika veut juste dire qu'il compte en finir rapidement. Cela met l'homme en colère, et le combat commence, et il poignarde instantanément Seika. Mais en utilisant son talisman, Seika se retrouve derrière lui. Il utilise un autre sort, et projette instantanément l'homme hors du ring. Le combat est terminé, et Seika est déclaré vainqueur. Les filles l'acclament, et la foule se demande comment les choses se sont terminées en un clin d'œil, tandis que Seika pense qu'il devra peut-être se retenir un peu plus à l'avenir. Quand il est seul, Yuki apparaît, se demandant jusqu'où il compte aller dans le tournoi et le mettant en garde contre le fait de trop se faire remarquer. Elle s'inquiète aussi qu'il utilise beaucoup de ses talismans, mais il dit que c'est une nécessité, car il surveille les deux filles. Alors qu'il rejoint les deux autres dans les gradins, le prochain tour commence. Nous rencontrons Byrne, le principal disciple d'un sage célèbre pour son utilisation de la magie de l'eau, et son adversaire Kyle, un garde des marchands Legroc. En regardant son apparence, la foule se demande comment il va se battre. Quand le match commence, alors que Byrne se prépare, il remarque soudainement le regard de Kyle. Seika réalise que quelque chose ne va pas, et essaie d'avoir une meilleure vue. Kyle s'approche lentement, tandis que Byrne reste complètement figé. Seika voit la peur sur le visage de Byrne, et Kyle s'approche et le poignarde. Le sang gicle partout, et la foule est choquée et confuse. Mais malgré la victime, ils acclament tous le spectacle, à l'exception du trio. Seika examine Kyle de plus près, et voit qu'il manie un œil maléfique, ce qui lui donne la capacité de jeter des sorts aux gens d'un seul regard. Seika entre pour son deuxième tour, et son adversaire est un golem énorme. Il est enchanté de défense magique, et sa maîtresse se vante qu'il a été spécifiquement conçu pour combattre les mages. Elle dit à Seika qu'il n'a aucune chance, et devrait juste concéder. Mais dès que le combat commence, Seika invoque rapidement l'un de ses démons, qui tranche le golem et disparaît. Pour les spectateurs, il semblait que Seika avait juste utilisé la magie du vent, et la femme est confuse de ce qui s'est passé. Seika lui rend l'appareil, lui disant qu'elle devrait concéder, et il est déclaré vainqueur. Après le match, Seika dit que c'était juste, mais cela est confusant pour Yuki. Seika explique que les invocateurs sont interdits, donc s'ils avaient remarqué qu'il avait invoqué un démon, il aurait été disqualifié. Alors que Seika retourne dans les gradins, Ita s'inquiète pour lui. Après avoir vu Kyle tuer son adversaire, elle pense que Seika devrait juste se retirer du tournoi. Seika l'assure qu'il ira bien, et Amu commente la rapidité avec laquelle son combat s'est terminé, disant que ce n'est pas amusant de regarder ses combats. Elle se demande s'il rejoindra la garde impériale s'il gagne le tournoi, mais Seika dit qu'il a l'intention de refuser. Amu est soulagée d'entendre cela, bien qu'elle essaie de ne pas le montrer. Seika dit qu'il n'est pas assuré de gagner, mais Amu ne peut pas l'imaginer perdre tandis qu'Ita est toujours inquiète. Le prochain match du deuxième tour commence, et c'est au tour de Mabel de se battre. Son adversaire est Oro, un mage de terre très talentueux. Quand le combat commence, Oro attaque en utilisant son souffle de roche, mais Mabel le tranche net. Oro est surpris et tire continuellement son souffle de roche, mais Mabel est capable de tous les arrêter. Oro recule et commence à chanter pour utiliser sa magie avancée. Il invoque un mur pour se protéger, mais Mabel lance des couteaux et détruit le mur. Oro crée plusieurs murs, mais Mabel les abat en utilisant ses dagues. Amu se demande comment elle fait, et Seika pense qu'elle doit utiliser la magie de la gravité pour rendre ses armes plus lourdes que les pierres. Elle continue de détruire les murs, et Oro essaie de contre-attaquer, mais Mabel le charge et détruit son bâton. Oro admet sa défaite et Mabel est déclarée vainqueur. L'annonceur appelle Mabel l'héroïne imparable, et Seika se demande pourquoi elle est appelée l'héroïne. Amu lui dit que Mabel était le nom de la deuxième héroïne, et elle utilise même la même arme, mais Seika arrive à une réalisation. Cette nuit-là, nous voyons un homme envoyer un pigeon voyageur, mais il est intercepté, et Seika apparaît. Il accuse l'homme de travailler pour les démons, mais l'homme prétend ne pas savoir de quoi il parle. Alors qu'il passe à côté, il essaie d'attaquer Seika, mais il est retenu par les lianes de Seika. Seika révèle qu'il l'a vu parler avec un informateur en utilisant l'un de ses shikigami. Seika lui demande quel message il envoyait, mais l'homme refuse, disant qu'il ne parlera jamais même s'il était torturé. Seika invoque l'un de ses démons, Satori, et alors que l'homme le regarde, Satori est capable de lire dans l'esprit de l'homme. Seika lui pose des questions, et nous découvrons qu'il travaille pour les démons. Seika devine qu'il est à la recherche de l'héroïne, et l'homme est surpris, car cela devrait être un secret. Seika demande le nom de l'héroïne qu'il recherche, et il s'avère que c'est Mabel.
Seika se demande pourquoi il pense qu'elle est l'héroïne, et c'est parce qu'elle correspond à la description donnée par leur espion. Mais depuis que Seika a éliminé Cordell, ils ne peuvent plus confirmer. Après avoir appris tout cela, il libère l'homme de ses lianes, mais dit à Satori qu'il peut le manger en guise de récompense. L'homme est horrifié et dévoré par le monstre. Satori remarque que cela devait être fait, disant qu'il est trop dangereux de le laisser partir, mais il lisait en fait l'esprit de Seika, et Seika le menace pour l'avoir fait. Satori a peur, et Seika ouvre son portail pour le renvoyer. Yuki apparaît, et Seika s'excuse de l'avoir effrayé. Il appelle son corbeau et vérifie le message du pigeon, mais il s'avère être crypté, et il regrette de ne pas avoir gardé le gaz en vie. Seika élaborate le plan de l'académie. Il prévoyait d'envoyer Mabel pour gagner et attirer toute l'attention en tant que héros fausse, afin que les démons arrêtent de cibler Amu. Yuki est curieux quant à l'identité de Mabel, mais Seika suggère qu'elle utilise un faux nom, bien qu'il ne s'intéresse pas davantage à son enquête, car elle est là pour protéger Amu. Le lendemain, Kyle élimine son adversaire de la même manière grâce à son œil maléfique, et un garçon nommé Reina, qui peut utiliser les 4 éléments, avance également. Seika rencontre Reynaz et lui dit qu'ils se rencontreront en finale. Tout le monde parle de lui car il peut utiliser les 4 éléments, et son adversaire du prochain tour a déjà retiré. Seika affronte un nécromancien au 3e tour, mais l'emporte facilement, et Mabel gagne également sans difficulté. Après son combat, Mabel confronte Seika, lui disant qu'il devrait retirer sa candidature avant leur combat des demi-finales, mais Seika refuse. Elle reconnaît sa force et le prévient qu'elle devra faire tout son possible contre lui, mais elle ne veut pas finir par le tuer. Mais Seika refuse toujours de retirer sa candidature. Il y a une annonce soudaine selon laquelle l'adversaire de Kyle a retiré, donc il décide de passer à l'affrontement des demi-finales entre Reina et Kyle. Le combat commence et Reina se buffe avec des sorts lumineux pour se protéger contre l'œil maléfique. Amu est surprise qu'il puisse utiliser des sorts lumineux en plus des 4 éléments. Reina commence à gloser car il est immunisé contre l'œil maléfique, mais Kyle avance lentement. Reina tire une boule de feu, mais elle semble avoir aucun effet. Il continue d'attaquer, utilisant tous ses différents éléments, mais Kyle reste indifférent aux attaques et continue de progresser. Seika pense qu'il doit utiliser des sorts de gravité, comme Mabel. Reina commence à désespérer et appelle une armée de golems pour se défendre, mais Kyle utilise des sorts d'ombre et détruit tous les golems instantanément. Reina charge vers lui, mais il est arrêté lorsque Kyle le retient avec son ombre. Quand Kyle va le terminer, les arbitres annoncent la fin du combat et Kyle est déclaré vainqueur, passant en finale. La nuit venue, Seika réfléchit à retourner à l'académie après les finales, et Yuki lui rappelle de ne pas gagner. Alors qu'il essaie de dormir, Yuki se transforme soudainement, disant qu'elle veut dormir avec lui. Seika dit qu'ils dorment ensemble tout le temps, mais Yuki dit qu'il fait des années qu'elle n'a pas pris sa forme humaine. Seika a un pressentiment et remarque Mabel sur le toit grâce au Shikigami. Il saute sur Yuki, la rendant heureuse, mais il y a une explosion et Mabel fait son entrée. Seika se prépare pour un combat et Mabel lance ses couteaux contre lui. Elle le renverse par la fenêtre, mais il parvient à reculer. Il essaie de le lier avec son sort de lierre, mais Mabel est capable de se défendre. Elle charge vers lui, mais Seika s'échappe, en utilisant son talisman de double corps. Seika parvient à la repousser, et il essaie de lui parler. Mabel trouve étrange qu'il veuille lui parler après qu'elle l'a attaqué, mais Seika peut voir qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Elle révèle qu'elle cherchait juste à briser quelques os pour qu'ils doivent abandonner leur combat. Elle est déterminée à atteindre les finales et demande à nouveau qu'il retire sa candidature. Seika révèle qu'il sait qu'elle est une substitute pour Amu, suggérant que sa mission est de gagner le tournoi en jouant le rôle du héros pour attirer l'attention des démons. Mabel est surprise de savoir combien il sait, mais révèle que ces informations sont incorrectes, révélant que sa mission n'est pas de gagner le tournoi, mais d'être tuée par Kyle afin que les démons pensent que le héros est mort. Elle révèle que Mabel et Kyle ont été formés par les marchands Le Groc. Les marchands Le Groc prennent des enfants esclaves talentueux et les entraînent pour devenir des soldats. Elle mentionne que les marchands testent Kyle pour voir s'il est devenu un vrai soldat. Seika est curieux de ce qu'elle veut dire et Mabel révèle que lorsqu'ils font un soldat, ils font une opération où ils ouvrent le crâne et gravent des sorts dans le cerveau, ce qui fait que le soldat ne ressent plus aucune peur ou doute, rendant celui-ci parfaitement obéissant. Les marchands entraînent les enfants par groupe de 4, vivant et s'entraînant ensemble. Ils sont enseignés à se relier et à encourager mutuellement. Mais finalement,
Seulement un choisit de subir l'opération, et ils sont alors chargés de tuer leurs 3 amis, comme ultime test pour devenir un soldat. Comme elle était dispensable, ils ont décidé d'utiliser sa mission pour tromper les démons, et elle révèle qu'elle est la dernière personne que Kyle doit tuer. Bien que sa mission soit de mourir, Mabel prévoit d'atteindre les finales pour pouvoir tuer Kyle. Elle dit que Kyle a tué son frère, donc elle veut se venger. Cependant, Seka voit à travers son mensonge, devinant que Kyle est en réalité son frère. Il peut voir que ses cheveux sont teints et qu'elle a les mêmes yeux que lui. Voyant qu'il a compris, Mabel dit qu'avant l'opération de son frère, il lui avait dit qu'elle devait le mettre au repos s'il devenait une autre personne après son chirurgie. Elle ne peut plus le reconnaître comme son frère, car son frère ne tuait jamais sans raison, donc elle prévoit de suivre ses instructions et de le mettre au repos. Seka se demande s'il peut même la battre, mais Mabel est déterminée à essayer quoi qu'il arrive, car elle sait qu'elle sera probablement tuée, peu importe le résultat, car les marchands la débarrasseraient. Après avoir entendu tout cela, Seka décide qu'il sera celui qui atteindra les finales et battra Kyle. Mabel est surprise d'entendre cela, et Seka dit qu'elle n'a pas besoin de battre Kyle. Mabel dit qu'il est trop tard pour elle, suggérant qu'il ne comprend pas parce qu'ils viennent de mondes différents. Elle ne sait pas ce qu'elle ferait, mais Seka lui dit qu'elle peut simplement retourner à l'académie. Elle sait que les marchands ne laisseraient jamais ça, mais Seka promet qu'il peut la protéger. Mabel ne le croit pas, mais Seka prétend être le plus fort qui soit. Il suggère que si son frère avait une dernière requête, il voudrait que sa sœur puisse être libre. Mabel le remercie, mais jure de donner tout son effort pour le battre. Le lendemain, c'est le tour de leur combat des demi-finales. Mabel brandit une épée de guerre gigantesque dans cette ronde, disant qu'elle est prête à arrêter de jouer le rôle du héros. Seko est excité de voir sa vraie puissance, mais Mabel l'appelle un noble petit-fils, disant qu'il n'a aucune chance. Le combat commence, et Mabel attaque en premier. Elle fend la ruine, attaquant Seka, mais Seka évite grâce à son talisman. Seka est impressionnée par sa vitesse. Pensant qu'elle doit utiliser des sorts de gravité pour alléger son épée, il lui envoie des pierres, mais elle se déplace hors de leur chemin. Elle lance des couteaux empoisonnés par sa magie de gravité, mais Seka bloque facilement. Il contre-attaque avec ses lianes, mais Mabel se libère. Cependant, son épée devient trop lourde, Seka mentionnant qu'il l'a rendue 1000 fois plus lourde. Il attaque à nouveau avec ses lianes, mais cette fois-ci, elles sont imprégnées de mercure, rendant celle-ci beaucoup plus forte. Il attrape son épée, mais Mabel lui dit qu'il ne pourra même pas la lever, mais en utilisant l'un de ses talismans, il la rend plus légère et la soulève devant elle. Le match est appelé, et Seka est déclaré vainqueur. Seka rassure Mabel et lui dit de laisser Kyle à lui. Les finales sont à venir, et les combattants prennent leur position. Seka s'excuse pour avoir perturbé leur plan, mais Kyle est content que Mabel soit encore en vie pour qu'il puisse la tuer plus tard. Seka essaie de raisonner avec lui, mais Kyle lui dit de se mêler de ses affaires. Leur combat commence, mais avant que Kyle puisse activer son œil, Seka invoque une brume rouge qui couvre complètement le champ de bataille. Seka attaque avec ses flammes, mais elles n'ont aucun effet. Grâce à la magie de gravité de Kyle, Seka change de tactique, invoquant ses lianes imprégnées de mercure pour retenir Kyle, mais il parvient à se libérer grâce à sa magie d'ombre. Kyle continue d'approcher, mais Seka invoque une porte, apportant un minotaure. Kyle attaque avec son ombre, mais cela n'a aucun effet sur la bête. Le minotaure le repousse, et Seka suggère qu'il aurait probablement eu peur s'il pouvait ressentir la peur. Seka prévoit de le laisser vivre, mais il est soudainement frappé par une malédiction. Seka met en place son barrière pour bloquer la malédiction, et les marques s'estompent. Cependant, il a déjà pris trop de dommages, et il éternue du sang. Kyle saisit Seka, et transmet son dernier message à Mabel. Furieux d'avoir perdu à cause d'une malédiction, il refuse de perdre. Il active sa technique et prépare à ramener Kyle des enfers. Yuki supplie de l'arrêter, disant que la technique attirera trop d'attention, rappelant comment les choses se sont terminées pour lui dans sa vie précédente, et Seka finit par annuler sa technique. Après le match, Kyle est parti, mais Seka explique qu'il l'a complètement vaporisé, et les officiels le croient. Il est déclaré vainqueur du tournoi, et il conserve la prime. Il a caché le corps de Kyle dans son vide, afin que Mabel puisse lui donner un enterrement approprié. Mabel le remercie pour son aide, et Seka transmet le dernier message de Kyle. Il s'excuse pour avoir cassé son trèfle à 4 feuilles, et nous voyons qu'enfant, elle avait une pince à cheveux qu'elle aimait, mais il l'a accidentellement brisée. Mabel pleure en se souvenant, et elle dit au revoir à son frère. Mabel se demande ce qui va lui arriver maintenant, mais Seka assure qu'elle peut simplement retourner à l'académie, et il s'occupera du reste.
Ils expliquent tout à Amu et Ifa, bien que Seka omite la partie concernant Mabel jouant le rôle du héros. Amu interrompt Mabel et demande une revanche, mais Mabel n'est pas dans l'humeur. Cependant, Amu insiste. Elle commence leur duel, mais cette fois-ci Amu utilise la magie, coupant directement la lame de Mabel. Elle révèle qu'elle peut aussi utiliser la magie de gravité maintenant, et lui dit de ne pas l'underestimate. Elle dit qu'elles sont maintenant égales, et elle est contente d'avoir une autre partenaire d'entraînement. Mabel est un peu confuse, mais elles finissent par décider de s'entendre. Elles retournent à l'académie, et Seika rencontre le principal. Il révèle qu'il a découvert leur plan d'utiliser Mabel, mais le principal révèle qu'elle l'a envoyée au tournoi pour la sauver. Elle a pitié d'elle, voyant qu'elle était très talentueuse, donc elle a trouvé un moyen de la faire perdre sans qu'elle meure. Elle appelle Seka son atout, mais Seka se demande ce qu'elle aurait fait s'il avait perdu. Elle dit qu'elle est restée longtemps et a une façon de savoir quelqu'un est fort. Seka se demande juste quel âge elle a, mais elle l'appelle grossier. Cependant, elle dit qu'elle a arrêté de compter après avoir eu 30 ans. Le principal garantit la sécurité de Mabel à l'académie, mais lui dit de lui montrer les bases car c'est une vie complètement différente pour elle. Plus tard, Seika se retrouve avec l'équipe et Mabel a changé la couleur de ses cheveux à son origine. Mabel essaie de s'échapper, mais Seika la repère. Elle trouve Seika trop stricte en tant qu'instructeur, mais Seika lui dit qu'elle doit étudier, car elle n'a pas réussi l'examen d'entrée. Mabel est en larmes et elle supplie Ita de l'aider. Mais Ita dit que Seika est en réalité gentil avec elle, ce qui la laisse stupéfaite. Les vacances d'été approchent, et Ama se demande comment les autres passeront leur temps. Seika dit qu'il a été demandé d'enquêter sur les dragons dans le pays d'Astelia. Son père avait été demandé, mais il est trop occupé, donc Seika est envoyé à sa place. Amu demande de l'accompagner, mais Seika la rappelle que ses parents l'attendent. Mabel dit qu'elle n'a pas de plan et demande aussi de l'accompagner, mais Seika lui dit qu'elle doit rattraper ses études. Il demande à Ita de l'accompagner, et elle accepte rapidement. Soudain, 2 personnes entrent dans la salle. Elles se présentent comme Cecilio, le premier prince d'Astelia, et son servante elfe Lise. Seika échange des salutations, mais Cecilio est rapidement attiré par Ifa. Il lui demande immédiatement de rejoindre son harem et de devenir l'une de ses femmes. Tous sont surpris, et Ita explique qu'elle est la servante de Seika. Le prince demande d'acheter Ita à un prix élevé, et Seika est stupéfait. Lise dit à Cecilio qu'il fait scandale, donc il se dirige vers une pièce privée pour discuter. Ils commencent à parler de l'enquête sur les dragons. Selon les légendes, le dragon a été nourri d'un œuf par la famille royale. Cecilio explique que le dragon est dit avoir vécu avec les humains pendant plus d'1 siècle, mais récemment, il a commencé à agir bizarrement, attaquant les champs et même les animaux de ferme. Donc Cecilio demande à Seika d'enquêter sur ce qui se passe. Il se tourne ensuite vers Ifa, mais Lise le rappelle de se comporter. Après la réunion, Seika est attaquée par Amu et Mabel qui veulent savoir ce qui se passe. Elle s'inquiète de laisser Ifa dans le harem du prince, mais Seika pense que c'est une bonne opportunité si elle est intéressée. Elles lui disent qu'il n'y a aucune chance qu'elle veuille cela et qu'il ne devrait même pas en parler à elle. Mais Seika est confus à ce sujet, ne voulant pas lui refuser cette opportunité. 2 jours plus tard, Seika et Ifa rejoignent la caravane du prince pour Astelia. Et Seika se démène pendant le voyage. Ils parlent de la façon dont ils pourront voir un vrai dragon, et Aoif mentionne comment le prince lui a demandé de le suivre. Elle pense qu'il plaisantait quand il a dit qu'elle rejoindrait son harem, mais elle semble un peu flattée. 9 jours plus tard, ils arrivent à la capitale d'Astelia. Ils trouvent la région très belle, mais Cecilio mentionne que le dragon a fait vivre les gens dans la peur, et les échanges commerciaux sont devenus difficiles. Le dragon plane au-dessus d'eux, et Seika note la taille de celui-ci. Le dragon soudain plonge vers eux, passant juste à côté d'eux. Nous entendons un sort lancé et un tigre de lave impressionnant est invoqué. Il bondit vers le dragon, manquant de peu, et le dragon s'envole. Le tigre se tourne vers Ifa et charge vers elle, mais Seika parvient à l'arrêter juste à temps, bien que le tigre commence à fondre la zone environnante. Seika court vers lui et prépare à détruire le tigre, mais il est soudainement retenu, et nous rencontrons Zik, le mage summoner. Il réprimande le tigre pour avoir couru sauvagement et le retourne dans son livre. Le prince court et prévient Zek qu'il a presque blessé ses invités, mais Zek dit qu'il essayait simplement de chasser le dragon, disant qu'il s'est rapproché de plus en plus récemment et commence à attaquer les gens. Seiko se demande ce qu'il fabrique, et le prince explique que Zek est le chef de certains mercenaires qu'il a engagés. Zek se demande comment un gamin comme lui peut aider à résoudre leurs problèmes, et Seika se demande pourquoi il a engagé des mercenaires.
Le prince admet qu'il essaie de chasser le dragon comme solution à leurs problèmes. Seika lui dit de repenser à cela, disant que ce serait impossible pour le tigre de lave de tuer le dragon. Zect dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, affirmant avoir tué plusieurs dragons dans le passé. Les deux commencent à s'échauffer, mais le prince les sépare. Il envoie Zek loin et réprimande Seika pour l'avoir provoqué. Seika s'excuse, disant qu'il a perdu son calme parce que Ethel était en danger. Il poursuit en demandant si la chasse au dragon a été approuvée par la reine, car le dragon est le symbole du pays, mais Cecilio prétend que tout a été laissé à son jugement et il rappelle à Seika sa place. Seika se tourne vers Ifa et demande pourquoi elle ne s'est pas défendue avec la magie, mais Ifa dit qu'elle était effrayée et s'est figée. Il la réprimande, disant qu'il ne sera pas toujours là, donc elle doit apprendre à se défendre. Il se demande si c'était une erreur de la ramener et elle commence à pleurer. Le prince essaie de le calmer, disant que c'est normal d'être effrayé devant une créature pareille. Seika dit que c'est une question entre eux deux, et lui dit qu'elle doit au moins fuir, ou demander de l'aide si elle ne peut pas combattre. Lorsqu'ils rentrent dans leur carrosse, Seika se sent mal de l'avoir réprimandé, mais se rappelle d'une fois où l'un de ses amis s'est figé et a été mangé par un dragon, donc il ne veut pas que la même chose arrive à Ifa. Le lendemain, ils vont à la bibliothèque pour en savoir plus sur les dragons. Seika découvre que quelque chose de similaire s'est produit il y a quelques siècles. Il y a environ 500 ans, la reine a nourri le dragon d'un œuf, et il a vécu avec les gens. Finalement, un autre dragon est arrivé à Astelia, et ils ont commencé à vivre ensemble dans les montagnes. Mais après 50 ans, les dragons sont devenus plus hostiles, et c'était à cause qu'ils avaient un bébé. Ita se demande ce qui est arrivé au bébé, et ils étaient dits avoir quitté le nid une fois adultes. Après 50 ans supplémentaires, la femelle dragon est morte d'âge, et cela remonte à 100 ans. Ita pense que la situation est différente, car il devrait juste y avoir un seul dragon mâle, donc ce n'est pas à propos de protéger leurs jeunes. Seika décide qu'il serait mieux de monter dans les montagnes pour voir par lui-même. Ita pense que c'est trop risqué, mais Seika est confiant qu'il pourra s'en sortir s'il le faut. Ce soir-là, Ita vient dans sa chambre. Elle lui dit que le prince l'a appelée, et elle ne sait pas quoi faire. Seika lui dit qu'elle n'a pas besoin d'y aller et l'invite à rester dans sa chambre pour la nuit. Il offre le lit à elle, mais elle dit qu'il y a suffisamment de place pour les deux. Ils se couchent et Seika se demande ce qu'elle pense du prince. Il se demande si elle a considéré son offre, disant qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui. Ita pense qu'il essaie de l'éloigner, s'excusant une nouvelle fois pour le jour précédent. Seika dit que ce n'est pas ce qu'il veut dire, et Ita se demande pourquoi il en parle. Il dit qu'il pourrait être une bonne opportunité pour elle, et Ita se demande comment il se sentirait si elle le quittait. Il dit qu'il serait seul, mais il pourrait accepter. Ita dit qu'elle y réfléchira, bien qu'on voit qu'elle est en larmes. Le lendemain matin, Issa est déjà partie, et Yuki apparaît soudainement. Elle se sent mal pour Issa, rappelant Seika que Issa est amoureuse de lui. Seika pense qu'ils sont juste des amis d'enfance, mais Yuki peut voir qu'elle a toujours aimé Seika. Seika confronte le prince sur ses avances envers Ita. Il se demande pourquoi le prince est si attiré par elle, et le prince dit qu'il trouve à la fois sa beauté et sa intelligence attirante. Il demande à nouveau de l'acheter, mais Seika refuse. Cependant, il dit qu'il ne se mettra pas en travers de leur chemin, si Ifa est d'accord. Seika continue en disant au prince qu'il est parti voir le dragon. Le prince sait que cela prendra quelques jours, donc il pense que c'est le moment parfait pour faire un mouvement. Seika dit au revoir à Ifa, et il monte dans les montagnes. Lorsque Ifa retourne dans sa chambre, elle est approchée par Lise. Lise lui dit de la terre et comment elle est riche en mana. Elle révèle qu'elle peut voir les esprits autour d'Ifa et suggère que Aoif doit être la descendante des elfes. Elle essaie de convaincre Aoif de rejoindre le harem, mais elle ne peut penser qu'à Seika. Lise se demande si elle est contente d'être une esclave et sait que Aoif doit être consciente que Seika est un monstre. Ita est confuse par ce qu'elle signifie et Lise mentionne comment les esprits autour de Seika semblent éviter activement le contact avec lui, comme ils le feraient avec un démon. Ita pense que Seika est humain, puisqu'ils ont grandi ensemble, mais Lise souligne qu'elle ne connaît pas sa mère, qui pourrait être une démon. Ita insiste sur sa foi en Seika, et Lise décide de la montrer autour du harem. Tandis que Lise la montre autour, le harem n'est pas ce qu'on pourrait attendre. En réalité, c'est plus comme une école, formant des jeunes femmes pour devenir les futures dirigeantes et fonctionnaires du royaume. Lise mentionne que la mère du prince est la monarque actuelle, et qu'elle est aimée par tous les gens. Le prince est inquiet de devoir la surpasser, donc il essaye de prouver sa valeur, pressé de résoudre leurs problèmes avec le dragon,
et de trouver une femme pour lui. Lise dit qu'elle connaît le prince depuis sa naissance et témoigne qu'il est une bonne personne, espérant que Aoif restera à ses côtés. En même temps, Seika monte la montagne et trouve le dragon. Le dragon lui lance immédiatement une flamme, mais Seika bloque avec sa barrière. Le dragon prend son envol et plonge vers lui, mais Seika parvient à se téléporter hors de sa trajectoire avec son talisman. Il ouvre un portail et appelle l'un de ses démons qui émet un cri intense qui amène le dragon à genoux. Seika continue à créer une toile incinérante et en lie le dragon. Yuki se demande pourquoi il n'a pas commencé par la toile, mais Seika dit qu'il ne voulait pas blesser le dragon en le liant pendant son vol. Seika se dirige vers le nid et découvre qu'il y a un œuf. Yuki trouve cela étrange car le dragon devrait être un mâle, mais Seika mentionne que certains êtres peuvent changer de sexe et même se reproduire seuls. Il commence à s'occuper de l'œuf et réalise que les légendes selon lesquelles la famille royale a fait naître un dragon étaient probablement vraies. Il commence à chauffer l'œuf et pense que le dragon avait du mal à maintenir l'œuf chaud. Comme ils savent pourquoi le dragon est devenu agressif, Seika pense qu'il est temps de rentrer, mais le dragon insiste pour qu'il reste. En même temps, Ita est amené pour voir le prince. Il parle à un homme nommé Gruid, qui examine Ita comme un spécimen. En tenant compte de son éducation et de ses pouvoirs magiques, il établit un prix pour ce qu'elle vaut. Le prince est d'accord avec le prix et confirme avec son subordonné. Ita est confuse sur ce qu'ils discutent, et le prince sort une grande poche d'or, lui annonçant qu'elle va être libérée. Ita mentionne qu'ils auront besoin de l'autorisation de Seika, mais le prince insiste qu'il paie tant qu'il ne peut pas refuser. Il suggère même d'abolir l'esclavage pour forcer Seika à la vendre à lui. Ita essaie de refuser, et le prince se demande pourquoi elle choisirait d'être esclave, mais Ita dit qu'elle peut même choisir ce qu'elle fait même en tant qu'esclave. Le sous-officier du prince revient avec les papiers, disant qu'ils ont besoin de l'empreinte digitale d'Issa. Le prince hésite, mais l'homme lui dit que Issa finira par comprendre que c'est pour son bien. Le prince fait ses gardes retenir Issa, et elle prépare à se défendre. Mais Lise crée une barrière bloquant son magie. En utilisant sa magie, elle coupe le doigt d'Ifa et prépare à obtenir son empreinte digitale, mais au moment où le dragon arrive, la barrière est détruite. Seika apparaît et s'excuse pour son arrivée précipitée. Il explique la situation avec le dragon et dit qu'il a besoin d'un utilisateur de feu pour aider à chauffer l'œuf. Il voit Ifa et appelle à son aide. Luz prévient Ifa de ne pas y aller, mais Ifa avoue qu'elle l'aime, et les deux s'envolent. Lorsqu'ils atteignent le nid, ils sont soudainement attaqués par le tigre de lave. Seika arrête le tigre avec son magie et appelle Zekt à sortir de sa cachette. Zek et ses hommes apparaissent, et Seika réalise qu'ils utilisaient le prince pour atteindre l'œuf du dragon. Voyant que Seika a percé leur plan, Zek décide de se débarrasser de lui. Il commande son tigre d'attaquer, mais celui-ci est explosé par une fontaine d'eau. Seika est surpris et Ifa refuse de se faire peur comme la dernière fois. Le tigre attaque à nouveau, et Zekt envoie ses hommes attaquer, mais Seika utilise son inferno blanc, déchaînant une énorme bouffée de flammes blanches qui vaporise complètement le tigre. Zekt se demande qui est Seika, et il se contente de dire qu'il est le plus fort mage du monde. Le dragon approche, et tous les hommes de Zekt s'enfuient. Mais Seika les capture tous avec ses vignes, et Ifa réduit son livre en cendres. Seika félicite Ifa, et est impressionné qu'elle ait même appris la magie aquatique. Lui donnant une tape sur la tête, Seika rapporte au prince qu'il a découvert que Zekt mentait, et le prince les enferme tous. Seika continue de rapporter la raison qui a fait que le dragon soit agressif, suggérant que si le prince aide à éclore l'œuf, le dragon verra à nouveau les gens comme sa famille et protégera les terres. Mais le prince n'est pas satisfait de cette solution, pensant qu'elle sera vue comme une décision hésitante et ne satisfera pas le conseil impérial. Il demande à Seika de tuer le dragon, suggérant qu'il pourrait le poisonner étant seul dans le nid. Seika ne peut pas croire ce qu'on lui demande, et le prince dit qu'il doit le faire pour prouver qu'il mérite d'être le prochain roi. Seika refuse et le prince appelle ses gardes, disant que Seika est soupçonné d'influencer magiquement le dragon. Le prince dit à Ifa qu'elle est maintenant libre et que Seika est dangereux. Mais Seika s'interpose et commence à perdre patience, réprimandant le prince et l'appelant un enfant, disant qu'il ne donnera jamais Ifa à lui. Seika s'inquiète qu'il est peut-être trop poussé, mais Lise rit et dit aux gardes de se retirer. Elle demande à Ifa ce qu'elle pense de tout ça, et Ifa refuse encore l'offre du prince,
disant qu'elle veut simplement retourner à l'académie avec Seika. Lise dit au prince qu'il devrait abandonner, et elle offre ses excuses à Seika, qui s'excuse également pour avoir perdu patience. Elle a une conversation privée avec Aoif, et elle peut voir qu'elle est insistant pour être avec Seika. Elle prend sa main et lui donne quelques esprits lumineux, assez rares et utilisables pour le soin. Ita rappelle qu'elle est une princesse elfe des contes, et elle souhaite bonne chance. En retournant à l'académie, Seika se demande quel genre de garçon elle aime, et elle décrit quelqu'un qui est intelligent, fort, gentil et un peu solitaire. Seika pense qu'elle est trop exigeante, pensant qu'elle ne pourra peut-être pas trouver quelqu'un comme ça, mais Ita pense que ce ne sera pas trop difficile. Ailleurs, nous voyons un groupe de démons combattre une bande de monstres. Les démons ont des capacités impressionnantes et facilement détruisent les monstres. Les démons entourent un homme qui est surpris qu'ils aient facilement vaincu ses pièges. Le chef demande à l'homme de montrer le chemin, mais l'homme ne lui fait pas confiance. Soudain, le carton surprise de l'homme apparaît, et en utilisant ses yeux, le chef peut voir qu'il s'agit d'un cyclope âgé. Le chef décide de le gérer lui-même. Quand le cyclope attaque, il le détruit facilement. Il charge le cyclope, qui tire un laser de son œil, mais le chef bloque et élimine le cyclope. Les autres démons sont impressionnés. Ils finissent par éliminer l'homme, et il semble qu'ils sont sur une mission pour trouver et tuer le héros. À l'académie, Seika dit à Amu qu'il veut qu'elle rencontre sa famille. Elle est surprise et Ifa accepte qu'il veut être avec Amu, mais Seika clarifie qu'il rentre chez lui pendant leurs vacances, et son père veut rencontrer le mage qui peut utiliser tous les éléments. Amu accepte, et Seika invite Mabel à venir aussi. Lorsqu'il est seul avec Yuki, il apprend qu'il n'est pas pressé de rentrer chez lui, mais il semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut les rencontrer. Quand ils arrivent, ils sont accueillis par son frère aîné Luft. Seika présente ses amis, et le père d'Ita, Eidus, est ravi de voir sa fille. Ils sont interrompus quand Glee apparaît. Seika s'inquiète qu'il soit toujours en colère de prendre sa place à l'académie, mais Glee presque remercie et est content qu'il ait rejoint l'armée. Il se souvient encore d'avoir été humilié, donc il demande un duel avec Seika. Amu intervient pour prendre sa place, et Seika dit qu'il duellera s'il gagne. Leur combat commence, et Amu attaque en premier. Glee trébuche, et Amu cherche à porter le coup fatal, mais Glee chante un sort qui la surprend, et il la désarme instantanément. Amu se plaint qu'il a triché avec la magie, mais Glee dit qu'il n'a pas vraiment lancé de sort. Glee demande un duel avec Seika, mais avant qu'il puisse commencer, la princesse Fiona apparaît. Glee est son chevalier, et elle lui dit qu'elle perdrait contre Seika, donc elle annule leur duel. Seika est surpris de la voir obéir à quelqu'un, et Glee présente Fiona comme la princesse sacrée, ce qui est une surprise pour tout le monde. En entrant, Yuki se demande ce qu'est une princesse sacrée, et nous apprenons qu'elle n'est pas un titre officiel, mais elle est née de l'empereur et d'une prêtresse, donc elle a le sang des deux. Ama se demande pourquoi la princesse sacrée est là, mais elle leur dit qu'elle veut la rencontrer. Voyant qu'elle ressemble à l'héroïne des légendes, Fiona se souvient d'une vision que sa mère avait. Elle leur dit qu'elle reste quelques jours et demande qu'ils l'accompagnent lorsqu'elle retournera à la capitale. Après qu'elle parte, Alma est surprise de savoir comment Seika savait qu'elle serait là. Nous voyons le père de Seika dans son bureau, et il demande à Eidus de parler librement, demandant s'il est furieux qu'il a envoyé Hippo à l'académie. Mais Eidus est plus inquiet qu'elle serve Seika parce qu'il le trouve effrayant, mais le père de Seika dit qu'il se porte bien à l'académie. Ils prennent tous leur repas ensemble, et la princesse étrangement parle de sa réincarnation, mais Seika change de sujet. Son père complimente Seika sur son enquête sur le dragon, et sa mère lui dit de les écrire plus souvent. Seika est surpris d'entendre ça, parce qu'elle l'a toujours ignoré toute sa vie. Dans sa chambre, Amu vient le voir. Elle veut juste passer du temps avec lui, et elle demande s'il compte continuer ses études après avoir terminé, disant qu'elle est probablement allée devenir aventurière. Mais Seika se souvient du temps où ils étaient les coincés dans la prison ensemble, et il avait promis qu'il irait l'aventurer avec elle, donc il compte devenir aventurière aussi. Amu est surprise qu'il prenne sa promesse au sérieux, mais elle est contente qu'ils puissent rester ensemble. Le lendemain, Seika montre la princesse autour de la ville. Glee rappelle qu'ils ont laissé les autres chevaliers derrière, donc ils doivent garder la princesse en sécurité. La princesse tient la main de Seika pour ne pas se perdre, et ils explorent le marché. Ils goûtent certains aliments, mais ils commencent à se démarquer. En passant devant un chantier, des bûches tombent soudainement, mais Glee utilise sa magie du vent pour les détruire,
et Amu crée un golem pour les protéger. Seika remercie leur aide, mais la princesse lui en veut pour ne rien avoir fait. Seika finit par lui offrir un cadeau et l'aide à le mettre. La princesse n'est pas sûre de comment elle a l'air, mais Seika utilise la magie pour créer un miroir pour elle. Glee pense que sa magie est bizarre, mais la princesse est contente du cadeau. Plus tard dans la journée, Seika trouve Glee en train de s'entraîner dur, et il peut voir pourquoi la princesse a choisi de le faire son chevalier. Mais Glee dit qu'il n'a pas été choisi pour ses compétences, mais pour une autre raison, révélant que la princesse a la capacité de voir l'avenir. Seika se demande si c'est vrai, mais Glee dit que sa mère était une oracle qui a vu le prophète de l'héroïne et du roi démon. Seika se demande pourquoi il lui raconte tout ça, mais Glee le prévient de ne pas s'y mettre. Le lendemain, la princesse cherche Seika, mais en utilisant ses talismans, il réussit à l'éviter. Yuki se demande comment sa capacité à voir l'avenir fonctionne, disant qu'elle ressemble à sa compétence de divination, mais Seika explique que la divination est limitée, utilisant des informations et des outils pour obtenir une certaine compréhension, mais sa capacité est complètement différente. Alma passe par là, et Seika la surprend de la haie. Elle vient de perdre encore une fois contre Glai, et Seika trouve ça étrange qu'elle devrait être plus forte que lui. Elle mentionne que la princesse joue seule à l'échec et que Seika la joint. Il semble qu'il n'y a personne pour la défier, donc elle demande s'il connaît les règles. Seika dit qu'il est juste un débutant, donc la princesse lui donne un handicap, laissant seulement ses pions. Seika pense que ce sera unilatéral, mais la princesse propose un pari, disant que le gagnant peut demander au perdant de faire n'importe quoi. Seika est hésitant, donc elle lui dit qu'il peut refuser si la demande est trop importante. Seika accepte, et ils commencent à jouer. Pendant qu'ils jouent, la princesse lui demande quelle est la pièce la plus forte, et il dit que c'est eux-mêmes parce qu'ils ne combattent pas directement et contrôlent toutes les autres pièces à partir de l'ombre. La princesse dit que la plupart des gens appelleraient le roi ou les chevaliers du dragon les plus forts, mais elle pense que la pièce la plus forte sont celles qui ne sont pas sur le plateau. À part le roi et les soldats, il y a les masses de gens vivant dans le pays. Elle n'a jamais eu le roi ni les chevaliers de son côté, donc elle a gagné le soutien des masses et est confiante qu'elle gagnera. Seika se demande si c'est ce qu'elle a vu avec sa vision de l'avenir, et elle est surprise qu'il sache à propos de cela. Seika se résigne à leur match et la princesse veut gagner son soutien, donc elle lui demande ses véritables intentions. Elle dit qu'elle veut sauver des gens, décrivant un grand trou près duquel des enfants jouent. Ils ne s'en rendent pas compte, donc ils finiront par tomber dedans, donc elle veut les sauver, mais elle ne peut pas donner de détails précis, craignant que cela change l'avenir. Écoutez cela, Seika accepte de l'aider, de la manière dont il peut. Il est temps de rentrer à la capitale, et Lutte les voit partir. Mabel souhaite pouvoir rester plus longtemps, car elle vient de se détendre, mais Seika la rappelle qu'elle doit retourner à ses études. Ils partent, et Seika voyage avec Glai et la princesse, car c'est la charrette la plus stable. Glai est surpris que Seika ait une telle faiblesse, et Seika surveille leur caravane. Soudain, une explosion se produit, mais c'est seulement une charrette déguisée qui est détruite. Seika sort et voit qu'ils sont attaqués par des bandits. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de fouiller les charrettes et de tirer sur Seika. Mais Seika prépare leur attaque, créant une nuée magnétique qui bloque toutes les flèches. Les bandits tentent d'attaquer avec la magie, mais Seika bloque facilement avec sa barrière. Glee et ses hommes commencent à combattre, et la princesse demande qu'ils capturent les bandits vivants, donc Seika utilise ses vignes qui immobilisent instantanément tous les bandits. Seika se joint au groupe, et il se demande pourquoi les bandits ont essayé d'attaquer, alors qu'ils avaient une armée, et ce qu'ils vont faire avec eux. La princesse est appelée, qui remercie Seika pour son aide. Il demande si elle sait qui la poursuit, mais elle a trop d'ennemis pour savoir qui c'était. Seika se demande ce qu'elle fera avec les bandits, mais elle a déjà prévu cela, donc elle a préparé plusieurs charrettes supplémentaires pour les ramener à la capitale pour interrogatoire. Seika pense que cela pourrait être dangereux s'ils s'échappent, mais la princesse dit que les bandits se comporteront car ils attendent leur renfort. Seika pense que cela les rend encore plus dangereux, mais elle dit que leurs renforts ne viendront pas, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils rentrent à la capitale et se séparent. La princesse remercie ceux qui l'ont accompagnée, et elle rappelle Seika qu'elle sera toujours de son côté. Nous voyons le groupe de bandits d'autre part, mais il semble qu'ils sont tombés sur le groupe de démons et ont été complètement détruits. Ils continuent marin vers la capitale, déterminés à réussir leur mission de tuer l'héroïne. Le principal demande à Seika de faire un discours de bienvenue aux nouveaux étudiants, disant qu'il est généralement un honneur d'être choisi, bien qu'elle sache qu'il ne s'en soucie pas.
Seika accepte la demande et Yuki se demande si c'est vraiment bien, parce qu'il le rendra remarquer. Mais Seika dit que ce n'est pas un gros problème, et il se demande s'il a joué trop sûr après la façon dont il est mort dans sa vie précédente. Bien qu'il ne regrette pas d'avoir devenu ami avec les filles, il pense que cela serait bien même s'il était remarqué. Yuki se demande si elle sera confrontée au prochain danger, mais Seika lui dit que ce sera facile pour lui et que personne ne saura même qu'il l'a fait. Nous voyons le groupe de démons à l'extérieur de la ville. Le chef Zor note qu'il n'y a pas de gardes impériaux ou d'aventuriers haut niveau à s'inquiéter, bien qu'il sente quelque chose qui le met en alerte. Il explique le plan aux autres, disant qu'ils se sépareront et pousseront tous les étudiants vers le bâtiment central. À ce moment-là, il tue tout le monde et cause donc du chaos jusqu'à ce que l'héroïne apparaisse. Zor assure qu'ils réussiront et qu'ils rentreront tous ensemble. Les démons sont confiants qu'ils gagneront et commencent à téléporter dans la ville. Cependant, lorsqu'ils entrent, ils trouvent une brume rouge couvrant l'endroit. Le démon Ganis remarque des étudiants approchant et lance un assaut avec ses flammes, mais lorsque celui-ci s'approche, il trouve quelque chose de bizarre. Alors que la sorcière Presaria et Loni le dompteur de monstres explorent l'endroit, ils parlent de comment ils se sont tous renforcés depuis qu'ils ont suivi Xor. Il soudainement remarque un étudiant courant part, et Loni envoie ses loups après lui. Ils le poursuivent dans la brume, mais après un moment, Loni pense qu'il y a quelque chose de wrong, et il appelle ses loups de retour, et ils finissent par apporter quelque chose de bizarre. En explorant, le roi ogre Mudarev s'interroge sur pourquoi il ne voit aucune personne. Il est soudainement attaqué, et Mabel apparaît devant lui. Elle pense qu'il travaille pour l'association des marchands, mais il ne comprend pas de quoi elle parle. Ils commencent à se battre en échangeant des coups, et Mudarev est impressionné par la facilité avec laquelle Mabel peut manier son hache, la considérant comme une adversaire valable. Il la projette loin, mais Mabel jette ses couteaux que Mudarev bloque avec son bras. Cependant, Mabel active sa magie qui la lie avec l'obscurité, mais Mudarev se dégage facilement, car il résiste à toutes les magies. Il charge vers elle en frappant son bâton, mais trouve qu'elle a disparu mystérieusement. Zor se trouve dans un lieu étrange, et Ganis arrive en indiquant que ce n'était pas leur point de rendez-vous prévu. Mais il semble qu'ils ont été dirigés là de manière étrange, et leurs autres membres arrivent aussi. Ils discutent de leur rencontre étrange, montrant les talismans qu'ils ont chacun trouvés. Zor pense qu'il y a quelque chose de wrong, donc il ordonne leur retraite. Cependant, Seika apparaît soudainement, révélant que chaque personne qu'ils ont vue était l'un de ces Shikigami, bien qu'ils disent à Mudarev que Mabel était réelle. Mudarev peut voir que Seika est fort, donc il devient excité pour combattre avec lui, mais il perd immédiatement la tête lorsque Seika sectionne l'un de ses talismans, disant que sa résistance aux maléfices était trop basse. Zor est terrifié, mais Presaria charge vers Seika, activant son troisième œil, tentant de le transformer en pierre, mais cela ne fonctionne pas sur lui, et Seika appelle l'un de ses monstres, sortant un serpent géant. Il a un œil intérieur qui fait arrêter son cœur, et elle tombe au sol. Loni serpent sort de terre, mais ce n'est pas une opposition pour Seika. Loni essaie de utiliser sa capacité de domptage pour amitié avec le serpent. Il appelle à lui, mais Zor lui dit de courir, mais c'est trop tard, et le serpent le mange. Seika trouve amusant qu'il ait essayé de le dompter, mais dit que cela n'a pas fonctionné car il a une profonde haine pour les humains. Zor est en incrédulité, regrettant qu'ils aient jamais défiant Seika. En utilisant ses yeux spéciaux, il peut voir toutes ses capacités, et que Seika est le véritable roi démon. Il dit à Ganis de fuir avec sa téléportation tandis qu'il tient Seika à distance. Mais Seika mentionne qu'il protège Amu, et Zor est dévasté d'apprendre que le roi démon est du côté des humains. Zor dit à Ganis de faire savoir à leurs alliés, et il essaie de gagner du temps. Il charge son attaque, mais Seika utilise sa magie et l'emporte complètement. Lorsque la poussière se lève, il semble que Ganis a réussi à s'enfuir. À l'extérieur de la ville, Ganis titube, et il ne peut pas croire que Seika est le roi démon. Il est surpris par un lapin dans une haie, mais soudainement, il est piqué au cœur, et il se demande comment il a été attaqué. Mais nous voyons que c'était l'un des maléfices de Seika, et même Yuki est un peu effrayé par sa puissance. Mabel court vers lui, demandant des nouvelles de Mudarev, car elle s'inquiète qu'il puisse attaquer quelqu'un d'autre. Mais Seika lui dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'il l'a déjà géré, et lui dit de le garder secret. Plus tard, les étudiants organisent un autre festin, et Seika se demande quoi dire lors de son discours. Il demande à Amu comment elle s'est sentie lorsqu'elle a dû parler, mais elle lui rappelle que son discours a été interrompu par des démons, mais qu'elle aurait parlé de se renforcer ensemble et de devenir camarades avec tout le monde.
Seika se prépare pour son discours, mais soudainement des chevaliers l'interrompent en cherchant Amu. Elle se présente et les chevaliers l'accusent de crime contre l'Empire, disant qu'elle a tué un démon ambassadeur, mais Amu est confuse et les chevaliers l'arrêtent. Mabel prépare un combat, mais Seika lui dit de se calmer, disant que Amu est innocente, donc ils n'ont rien à craindre, et Amu est emmené. Seika rencontre le principal qui sait que l'Empire essaie de faire passer Amu pour coupable. Seika trouve étrange que l'Empire essaie de se débarrasser du héros, et la principale dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour aider Amu, en lui conseillant de ne pas faire quelque chose de trop audacieux. Mais Seika semble avoir d'autres plans, doutant de sa capacité à sauver Amu. Quand Seika quitte le bureau, il dit à Ifa et Mabel de ne pas s'inquiéter, car la principale travaille pour la sauver, et ils doivent lui faire confiance. Cependant, la nuit, Seika appelle son dragon, qui reste récalcitrant dans son nouveau corps. Il force celui-ci à le reconnaître, et Yuuki apparaît, lui conseillant de ne pas y aller et suggérant qu'il devrait abandonner pour sauver Amu. Elle pense que s'il utilise toute sa puissance pour résoudre le problème, le pays pourrait agir contre lui et il finira par mourir comme dans sa vie précédente. Mais Seika ne s'en soucie pas, disant qu'il détruirait tous ceux qui se mettent sur son chemin. Yuki remarque qu'il est en colère, pensant à son passé, et lui dit de repenser à sa décision, mais il lui dit de connaître sa place comme toujours, et il ordonne à son dragon de se diriger vers la capitale. En même temps, nous voyons Alma enfermée, pensant à ses amis qui s'inquiètent pour elle et espérant la revoir, mais elle reçoit soudainement une visite. Seika vole vers la capitale, libérant ses talismans qui se transforment et l'aide à regarder autour pour trouver Amu. Il descend dans le château et n'est pas impressionné par leur sécurité. Cependant, il est remarqué par un garde qui sonne un sifflet et plusieurs archers prennent leur position. Il tire sur Seika, mais il appelle son nuage magnétique qui le protège de toutes les flèches. Il continue de tirer sur lui, alors Seika laisse tomber 2 rochers énormes sur eux. En continuant son chemin, il rencontre encore plus de gardes. Il lui demande ce qu'il veut, mais il leur dit de se déplacer, disant qu'il épargnera ceux qui obéiront. Les gardes lui tirent d'eau des flèches incandescentes et Seika est obligé de se déplacer. Il riposte avec son inferno blanc qui détruit immédiatement les gardes. Cependant, les gardes continuent de tirer et Seika appelle l'un de ses démons qui découpe les gardes en un instant. Tous les gardes chargent vers lui, mais Seika les brûle tous avec ses flammes. Il finit par atteindre Amu, détruisant sa cellule et lui disant qu'il est là pour la sauver. Amu s'inquiète qu'il puisse être en difficulté pour la libérer, mais Seika lui dit que sa vie est en jeu. Amu pense qu'ils clarifieront sa situation et qu'elle sera bien, lui disant de rentrer chez lui, mais Seika lui révèle qu'elle est le héros, donc les choses ne sont pas aussi simples. Amu est confuse, et Seika explique que tous les quelques siècles, le héros et le roi démon sont réincarnés, et qu'elle est la réincarnation actuelle du héros, et l'Empire essaie intentionnellement de la supprimer. Seika remarque quelqu'un approcher et s'églie. Seika suggère qu'il doit encore lui offrir un duel, mais la princesse Fiona apparaît soudainement, disant qu'elle veut simplement parler. La princesse peut voir qu'elle a des hommes dehors, mais elle sait qu'ils ne seraient pas saufs face à lui. Seika demande pourquoi elle tente de tuer Amu quand le démon devrait être son ennemi. La princesse explique que bien que le héros ait sauvé le pays contre les démons il y a des siècles, dans l'âge actuel, l'Empire et les démons ont tous deux des armées, et ni les côtés ne veulent une guerre. Donc, le concept du héros et du roi démon est juste un reliquat du passé. Seika pense que si c'est le cas, il n'y a pas besoin de tuer Amu, mais la princesse explique que l'existence du héros pourrait être la flamme qui allumerait une guerre, suggérant que même les démons tentèrent de la supprimer, non pour gagner un avantage, mais pour empêcher les flammes de la guerre. Seika se demande s'il devrait laisser Amu être sacrifié pour préserver la paix, mais la princesse jure qu'elle essaie de sauver Amu. Elle dit à Seika de reculer, disant qu'elle ne sera pas tenue responsable de ses actions, et promet de faire tout ce qu'elle peut pour sauver Amu. Mais Seika réalise qu'elle a manipulé depuis qu'ils se sont rencontrés, donc il ne lui fait pas confiance. La princesse rappelle à Seika de son engagement à obéir à son ordre après avoir perdu aux échecs, mais Seika refuse de lui faire confiance. Sans autre choix, la princesse les guide hors du palais où elle a préparé une carriole pour eux, recommandant qu'ils se dirigent vers la ville libre de Lakana. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Amu remercie la princesse pour sa cape, parce qu'elle avait visité quand Amu était enfermé. Quand ils disent au revoir, Seika se sent mal pour ne pas avoir tenu sa promesse, donc il décide de se rattraper. Il appelle plusieurs portes qui libèrent un grand nombre de talismans, créant un chant qui ramène tous ceux qu'il avait tués.
La princesse est surprise, disant que cela ruine ses plans car elle avait préparé une histoire de monstre attaquant, et Seika s'excuse, disant qu'il avait de bonnes intentions. Seika et Amu quittent alors la capitale, et Seika pense que Mabel et Aoif doivent s'inquiéter pour eux. Amu se sent mal de devoir quitter l'école alors qu'ils étaient si près de se graduer, mais elles se réjouissent de devenir des aventurières. Nous voyons la princesse envoyer une lettre qui explique la situation à Mabel et Aoif. Seika et Amu finalement arrivent à la ville libre. Elles voient une agitation et sont surprises de trouver que Mabel et Aoif sont déjà là, et elles sont ravies de se retrouver. Mais c'est là que cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo, merci d'avoir regardé et je vous reverrai la prochaine fois.